Un petit mot de remerciement bien sûr à l'ensemble des membres du comité d'organisation du mois du genre de l'Université de Lorient. Grand merci à vous pour toute cette organisation, c'est absolument parfait. Donc pour évoquer avec vous ce soir le pouvoir des testicules, j'ai choisi de vous présenter donc une partie de mes travaux effectivement sur les castrats italiens, dont la figure la plus connue est Farinelli, c'est peut-être d'ailleurs la seule qui vous vient à l'esprit. Des chanteurs donc, qui ont été castrés avant la puberté, tout au long de l'époque moderne, donc du XVIe au XVIIIe siècle, et qui vont, bien malgré eux, défrayer la chronique, puisque les avis divergent, mais un certain nombre de commentateurs vont considérer qu'ils troublent l'ordre du genre en s'inscrivant dans une dangereuse fluidité de genre, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Une fluidité de genre parce qu'ils subiraient une forme d'efféminement à l'issue de la castration. Donc avant de vous emmener dans l'Italie, en Italie d'où ils sont originaires, puis dans la France des Lumières en particulier, donc fin XVIIe, fin XVIIIe siècle, eh bien, je pense qu'il est important de faire un petit détour dans les temps contemporains et notamment en s'intéressant aux imaginaires contemporains relatifs à ces chanteurs. Des chanteurs qui ont fait un retour sur les scènes contemporaines. Et pour saisir ces imaginaires, il faut repartir, on va dire, jusque dans les années 1970, donc période de contestation sociale, politique, et aussi celle d'un nouvel engouement pour la musique baroque, dans laquelle ils vont s'illustrer tout particulièrement. Et c'est une époque, les années 70, au cours desquelles il y a très très peu de recherches historiques qui leur sont consacrées, ce qui va favoriser la résurgence d'un certain nombre de vieux mythes. Donc on est en 1970 avec un ouvrage de sémiologie de Roland Barthes, SZ, qui va faire ressurgir la figure du castrat, et notamment du castrat balzacien, c'est-à-dire celui que Balzac va mettre en scène dans sa nouvelle Sarrasine, qui paraît en 1830, où Balzac va placer l'ambiguïté de genre et de sexualité au cœur de l'intrigue, puisqu'il va mettre en scène le fourvoiement d'un sculpteur qui s'appelle Sarrasine, qui va tomber amoureux du castrat Zambinella qu'il prend pour une femme. 4 ans plus tard, donc là on est en 74, Dominique Fernandez, dans un ouvrage qui est célèbre aujourd'hui encore, Porporino, les mystères de Naples, va faire du jeune Porporino son héros, une véritable icône androgyne qui va donc susciter le désir des hommes. Et je commence par cela parce qu'en fait, on va voir émerger une sorte de trouble dans le genre qui va être récurrent au fil des années et des décennies sous la plume des auteurs et des autrices, comme si la castration, finalement, avait quelque peu étrangifié leur appartenance au groupe d'hommes, compris comme un groupe d'hommes hétérosexuels. Alors, sans exhaustivité, je vous ai mis quelques exemples sur le diaporama, de l'américaine Anne Rice qui va décrire des relations sexuelles entre castrats, pour l'ouvrage de Nathalie Castagnet. Là, on est dans les années 2000 et elle évoque un castrat homosexuel qui a été précédemment abusé par son mécène. Dans le champ cinématographique, maintenant, il y a toujours un petit focus qui se fait difficilement, mais vous n'avez pas de problème de vue, c'était juste pour vous dire ça. Ça fera ça sur toutes les diapos. Donc, dans le champ cinématographique, le film Farinelli, que vous avez peut-être vu, qui paraît en 94, est assez représentatif de ces représentations contemporaines, puisque pour rendre vie au chant des castrats, une voix artificielle a été créée par la fusion donc de la voix d'un contre-ténor et d'une soprane, comme s'il fallait, et là je cite notre collègue musicologue Raphaël Legrand, pour être androgyne, que la voix de Farinelli émane, dans une perspective essentialiste un peu naïve, à la fois d'un corps masculin et d'un corps féminin, fût-il invisible à l'écran. Alors, dans le champ musical, pour poursuivre, on a une discographie qui est assez nombreuse aujourd'hui, qui est venue combler la curiosité du public, et notamment Cecilia Bartoli, que vous connaissez peut-être, avec, là je vous ai mis les couvertures de deux de ses albums, qui jouent sur l'ambiguïté et la fluidité de genre, notamment donc lorsqu'elle reprend le répertoire chanté par Farinelli. Donc on a différentes productions artistiques qui sont venues, qui retranscrivent les imaginaires contemporains sur les castrats, qui sont bien souvent présentés comme des icônes queer. Alors peut-être que le mot queer est pas familier pour tout le monde. Queer, ça signifie étrange et c'est un mot qui a souvent été utilisé pour stigmatiser notamment les personnes LGBTQI et qui a été réapproprié par la suite par ces mêmes personnes pour en faire un objet de mobilisation notamment politique.
Donc, qui dit queer dit qui détourne, contourne, subvertit les normes, l'hétéronormativité, on va le dire comme ça. Donc dans ces productions artistiques, les castrats sont souvent devenus des icônes queer et ou gays, homosexuels, donc dans un rapprochement entre castration, efféminement et homosexualité, qui reprend en définitive toutes les rhétoriques biologisantes qui sont déployées au siècle des Lumières et sur lesquelles je vais revenir aujourd'hui. Et cette assimilation, castration, efféminement, homosexualité, elle est souvent faite au détriment de la prise en compte des propres perceptions des castrats, c'est-à-dire de leur propre perception de leur identité de genre. Il y a un petit anachronisme dans ma façon de dire les choses, mais c'est pour les expliciter. Et une des questions que je me pose, c'est justement qu'est-ce qu'auraient pensé les castrats de cette filiation ? À mon sens, ces réappropriations-là reflètent un défaut d'historicisation des expériences du passé, des personnes qui se qualifient aujourd'hui de personnes homosexuelles, bisexuelles, intersexes, trans ou queer, qui va conduire ce défaut donc d'histoire à voir émerger des processus de réappropriation généalogique, des reconstructions mythiques, on les appelle un peu comme on veut, dont les enjeux sociaux et politiques méritent d'être soulignés. D'autant plus que ce retour des castrats dans le champ artistique s'est doublé dans le champ scientifique universitaire d'un regain d'intérêt pour ces figures, principalement dans les recherches anglophones, en particulier en musicologie, qui ont d'emblée réinstauré les castrats dans cette place singulière, donc en reprenant cette filiation qui va de la castration à l'efféminement, à l'homosexualité. Ce qui m'a amené plutôt à interroger cette filiation, ce caractère queer des castrats. Finalement, pour qui sont-ils ? Pour eux-mêmes, en sachant que le mot queer apparaît justement au XVIIIe siècle en Angleterre pour qualifier des personnes qui défient les normes de genre. Donc le sont-ils pour eux-mêmes ? Le sont-ils pour leurs contemporains? Et si oui, lesquels? Le sont-ils pour les chercheurs et les chercheuses, pour nos contemporains? Donc ça fait partie des questions que je me pose. Et pour répondre à ces questions, en historienne, je défends l'importance d'insérer les castrats dans une étude plus large des processus qui altérisent, donc des processus d'altérisation liés au genre, mais aussi des négociations des normes du masculin. Ce qui m'amène à interroger finalement la place des castrats dans le champ plus large des masculinités. Là aussi, je prends quelques minutes pour préciser le cadre théorique que je questionne. Et en particulier, le cadre théorique qui a été développé par la sociologie du genre, et en particulier les travaux de Rewin Connell, qui présente les masculinités comme une constellation, donc une constellation de postures qui sont articulées entre elles et qui vont de la masculinité hégémonique, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, aux masculinités dominées, aux masculinités subalternes. Et Rewin Connell va théoriser donc trois types de masculinité qui sont placés donc en interaction avec cette masculinité hégémonique. La masculinité hégémonique, c'est une sorte de modèle idéal, quasi inatteignable, ou alors inatteignable juste par une poignée d'hommes qui sont placés en situation de domination. Et puis, articulés à cette masculinité hégémonique, on a les masculinités complices. Donc là, ce sont des individus qui sont placés dans la configuration d'une forme de complicité, c'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas le projet hégémonique, mais ils le transmettent, ils le reproduisent et surtout, ils en profitent d'une certaine manière. Ils en tirent profit. Les masculinités marginalisées, donc là, c'est une configuration qui va regrouper des individus qui présentent d'autres caractéristiques que celles de la masculinité hégémonique et qui vont se situer de ce fait dans des positions d'infériorité, de marginalité. C'est le cas par exemple des hommes en situation de handicap, des hommes dans des situations précaires, des hommes racisés. Et dernière configuration théorisée par Connell, les masculinités subordonnées, là qui font référence aux hommes qui n'incarnent donc pas les normes de masculinité, qui de ce fait se retrouvent subordonnés aux autres masculinités dominantes, par exemple les hommes homosexuels, par exemple les hommes dits efféminés. Donc avec ce cadre théorique qui a été donc vraiment qui émane de la sociologie et qui a été discuté notamment par Démétriou, vous avez aussi son nom sur le diapo, je m'interroge sur donc la place des castrats dans cette constellation, et ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir une approche un peu souple, un peu plurielle, parce que je me rends bien compte que c'est difficile finalement de mettre les castrats dans telle ou telle catégorie sociologique. Donc pour ce faire, j'essaye de les considérer
comme des sujets sociaux, c'est-à-dire comme des individus qui sont socialisés en tant qu'hommes, c'est le cas en Italie, vous allez le voir, qui sont donc inscrits dans un contexte social, culturel spécifique, mais qui sont amenés par leur mobilité, c'est-à-dire par leur profession, à chanter dans d'autres contextes socioculturels et qui vont, de ce fait, être confrontés à d'autres normes de masculinité. Donc je les saisis comme des sujets sociaux, mais aussi comme les objets d'une multiplicité de discours normatifs qui émergent à la fois en Italie, mais aussi en Europe, et en particulier en France, c'est surtout de cela dont il va être question aujourd'hui, une masse de discours qui, au fil des siècles, a amplement étouffé justement la voix de ces chanteurs et modèle encore les représentations contemporaines. Donc, on a un objet, les castrats, qui mènent dans tous les cas à faire des grands écarts, puisque d'un côté, on a la figure du grand virtuose adulé par les mélomanes, et de l'autre côté, vous allez le voir, une sorte de figure repoussoir des Lumières, ça n'est pas rien quand même, qui m'amène à investiguer des corpus très variés. Là, je reviens un petit peu en arrière. Je pourrais développer, si vous voulez, les différentes sources sur lesquelles je travaille, mais c'est autant sur des écrits du fort privé, donc c'est-à-dire sur leur propre narration de soi, que sur des écrits scientifiques, que sur des sources professionnelles, de façon à les saisir de manière plurielle. Mais voilà, maintenant on va en Italie, c'en est fini. Donc les castrats en Italie, c'est important de commencer par là, puisque l'histoire des castrats commence avec... L'histoire des castrats italiens commence avec la papauté qui voit en eux un instrument de reconquête religieuse dans le cadre de la contre-réforme, donc pour lutter contre la religion protestante. Leur recrutement est progressif et donc il a d'abord lieu au sein de la chapelle pontificale et il date de la fin du XVIe siècle. Et on explique aussi ce phénomène par le fait que les femmes ne sont pas autorisées à chanter dans les églises au sein des États pontificaux, et c'est donc au castrat que vont revenir les partitions de soprano. Alors, en plus du chant religieux, ils vont assez rapidement investir les scènes d'opéra, et puis devenir au sein des différentes cours européennes les fers de lance de la musique, mais aussi donc du théâtre baroque italien, au XVIIe et XVIIIe siècle principalement. Alors, à cette époque, les castrats sont majoritairement issus de l'Italie méridionale, qui est un territoire pauvre et très peuplé, et la plupart d'entre eux sont formés dans un des conservatoires napolitains qui ont acquis une renommée internationale et dans les archives desquels je me suis plongée pour essayer de comprendre leur profil sociologique, c'est-à-dire quelle est leur formation, leur socialisation, etc. Donc le profil type du castrat italien, c'est d'être un jeune homme issu des classes populaires, parce qu'on ne touche pas aux testicules des rejetons des couches plus aisées, ou bien de familles de musiciens, quand là on sent qu'il y a une vocation qui pourrait véritablement donner lieu à une grande carrière. Donc la castration, elle se fait à la demande des parents, ou bien directement par les conservatoires, qui accueillent, surtout à leur début, principalement des orphelins, donc sur lesquels ils exercent une pleine autorité. Le consentement des enfants est tout à fait relatif, puisque l'opération a lieu avant la puberté, généralement autour de 10 ans, mais pour autant, différents documents attestent du bon vouloir des jeunes garçons. Tout simplement parce que déjà à cette époque-là, on ne choisit pas son métier. Il faut le rappeler, quel que soit le métier. Et puis aussi parce que la profession attire, dans le sens où le service divin est quelque chose qui est tout à fait valorisé dans l'Italie moderne, et aussi parce que les scènes d'opéra constituent un facteur d'ascension sociale qui est très très clair, notamment au XVIIIe siècle, alors que certains d'entre eux sont devenus de véritables stars, même si aujourd'hui on se souvient plus que de Farinelli, il y en a eu vraiment beaucoup d'autres. Donc la castration consiste, parce que vous saurez tout, dans la ligature des vaisseaux spermatiques. On ne coupe pas le scrotum, mais on incise en fait les vaisseaux et on va ôter les testicules en laissant donc les bourses vides. On a besoin d'à peu près 3 semaines pour être pleinement rétabli. C'est une opération relativement périlleuse, mais qui ne donne pas lieu au taux de mortalité qui ont pu être évoqués dans certaines sources. En tout cas, on se vante très très peu de faire cette opération qui est illégale, et la plupart des castrats vont prétexter une maladie, un accident. Il y a beaucoup d'accidents de sangliers, visiblement, à la chapelle pontificale. Et en soi, on est vraiment face à une opération qui est une technologie de la voix, qui est associée à une formation très
très exigeante. C'est pas juste l'opération qui donne cette tessiture particulière, qui va donc permettre aux jeunes garçons de maintenir en fait une voix aiguë, qui leur permet donc de chanter les partitions de contralto ou de soprano avec une puissance singulière, c'est-à-dire avec une cage thoracique d'adultes. En Italie, on les appelle les virtuoses parce que ce sont vraiment des personnes qui sont reconnues pour leur performance vocale, qui sont très valorisées, et il faut dire qu'ils chantent aussi bien des rôles féminins que masculins. Dans l'opéra italien, les voix aiguës incarnent sans aucune difficulté des personnages virils. Empereurs, guerriers, héros sont chantés par des castrats, c'est-à-dire par des voix aiguës. Ce sont des pratiques qui vont entrer en dissonance, notamment au cours du XVIIIe siècle, en France et en Angleterre, avec une nouvelle pratique qui est celle de faire chanter avec, on va dire, les voix naturelles, c'est-à-dire d'attribuer un genre aux tessitures, et on va donc valoriser plutôt des voix graves pour chanter ces rôles virils. Mais en Italie, c'est tout à fait normal et valorisé. Donc dans les conservatoires, ils sont formés avec d'autres musiciens et chanteurs, ils sont choyés, ils sont mieux nourris, ils sont mieux vêtus pour protéger leur voix, mais aussi et surtout parce qu'ils sont rares et très recherchés. Ils sont souvent parrainés par la noblesse locale, qui est très mélomane, et ils se destinent donc à chanter dans les grandes églises, à la chapelle royale, dans les théâtres royaux, c'est-à-dire être adulés par les plus grands. Donc c'est vraiment des carrières prestigieuses qui normalement les attendent. Mais dans les milieux plus populaires, ce sont aussi des personnes tout à fait reconnues. À Naples, souvent, on entend « et vive il coltellino » et vive le petit couteau, c'est-à-dire que vraiment, on a une appréhension de l'opération qui est très positive. Ce sont des modèles virils de dévolution à la musique religieuse ou profane, des stars en devenir, en quelque sorte. Alors, certains se destinent à des carrières internationales, ils vont rejoindre Londres, Moscou aussi, enfin, ils peuvent aller vraiment très loin, Vienne, Dresde, par exemple, Madrid, et d'autres vont aller à Paris, enfin, c'est-à-dire plutôt à Versailles, et rétrospectivement, c'était pas vraiment le meilleur choix. Donc, je vais m'arrêter maintenant sur les mobilités, leur mobilité en France, puisque c'est en France qu'on va voir émerger les discours les plus dépréciatifs à leur égard. Ils arrivent à partir des années 1670, donc bien après l'émergence du phénomène en Italie, et suivant 8 vagues successives jusque dans les années 1770, donc sur un siècle. Et sur un siècle, ils vont être 30 castrats, même moins de 30 castrats, à s'installer en France, c'est-à-dire rien. Mais vous allez voir à quel point, par contre, on les retrouve dans un certain nombre de discours. Ils sont recrutés en France au sein de la chapelle royale, où ils sont confinés. Il ne faut pas imaginer qu'ils font, comme on peut le voir notamment en Angleterre, des sorties dans les théâtres, voilà, ou même tout simplement chanter dans différents lieux. Ils sont à la chapelle royale, où ils vont chanter généralement de la musique religieuse. Parfois, ils suivent le roi dans ses déplacements de château en château, mais ça n'est pas du tout systématique. Quelques-uns donnent quand même un petit concert au concert spirituel à Paris, mais c'est vraiment très très rare. Les grandes vedettes italiennes de l'époque, Farinelli et Caffarelli, vont se produire dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle en France, mais sans rencontrer vraiment un succès fulgurant, comme c'est le cas notamment sur les scènes londoniennes ou viennoises. Donc des personnes qui ont des prestations qui sont valorisées par le monarque lui-même, mais qui sont des prestations confidentielles, et des hommes qui vont demeurer extrêmement discrets sur l'ensemble de la période. Et donc pour autant, à partir de leur arrivée en France, donc sous le règne de Louis XIV, on va voir émerger des discours particulièrement anxieux, notamment lors des 3 premières vagues de recrutement que vous voyez donc signifiées par les petites étoiles. Et donc là, on a 12 castrats dans le royaume. Dans le royaume, à la chapelle royale. Et on va voir émerger un débat à la fois artistique, juridique, scientifique, qui va poser les bases en fait d'un discours qui va être sans cesse augmenté, mais surtout ressassé tout au long de la période. Un discours médical, tout d'abord avec un des best-sellers de l'époque, du médecin Nicolas Venette, qui est le tableau de l'amour conjugal. Donc là, on est en 1686, où il interroge la capacité des eunuques à se marier et à faire des enfants. Et c'est cette question de la sexualité reproductive qui va être le prisme à partir duquel les castrats vont être saisis tout au long de la période, c'est-à-dire la justification morale de leur apparition dans le livre médical. Dans le livre médical de l'époque, on ne parle pas de sexualité.
tout au plus de gymnastique sexuelle, mais vraiment on n'est pas au 19e ou au 20e siècle, donc il faut une justification à leur apparition, et c'est la question de la sexualité reproductive. Il y a aussi un débat artistique sur lequel je passe rapidement, puisqu'on est dans la première querelle des musiques italiennes et françaises, avec la mise en avant de préférences et de concurrence culturelle entre les deux pays, et le discrédit de plus en plus fort de la voix de ces chapons, puisque de plus en plus on va leur accoler ce genre de surnom. Un autre débat, qui est un débat juridique, qui est lancé donc là au tout début du XVIIIe siècle par le juriste Charles Ancillon, qui est un protestant tout à fait sérieux et assez austère, sans vouloir reprendre des stéréotypes sur les protestants, qui va rédiger le traité des eunuques. Le traité des eunuques, c'est une somme d'arguments religieux et juridiques qui va mentionner explicitement les castrats italiens qui sont arrivés en France et qui va donner le ton. Les eunuques, donc stériles par définition, ne peuvent accéder au mariage, donc pour des raisons morales évidentes. Donc on a plusieurs débats qui commencent, qui s'amorcent à cette époque, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est surtout le débat scientifique qui va prédominer, avec donc notamment aussi l'ouvrage de Pierre Dionys, donc en 1707, même moment que Charles Ancillon, qui est le grand chirurgien de l'époque et qui va mettre en avant une posture éthique professionnelle qui dit en gros qu'il n'est pas normal, il est absolument illégal, impensable de pratiquer la castration, il se défend même d'en donner les modalités pratiques, et qui va finalement là aussi poser les bases d'un débat et de réflexion sur les effets de la castration sur l'économie générale du corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va voir tout au long du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que concrètement cela fait? Ce débat, il n'est pas clos, puisque, là je vous présente Pacchierotti sous différentes versions, donc un des grands castrats de l'époque. Il n'est pas clos parce qu'encore aujourd'hui, quand on trouve la sépulture d'un castrat, il y a cette tentation d'un certain nombre de collègues d'aller les déterrer pour essayer de comprendre, à travers l'étude de leurs ossements, quels étaient les effets de cette castration. Ça a été le cas du pauvre Pacchierotti, Farinelli y est passé aussi. En tout cas, ce sont des sujets de curiosité médicale, déjà au XVIIe siècle et encore aujourd'hui. Donc ce sont des hommes qui, en tout cas, incarnent en Italie un modèle de masculinité, vous l'avez compris, qui est valorisé parce qu'au service de l'exaltation du divin, alors qu'en France, ils vont de plus en plus bousculer les normes du masculin en vigueur et vont donc devenir assez rapidement des figures repoussoires contre lesquelles vont s'affirmer de nouvelles normes. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que les castrats, la figure du castrat va progressivement servir de support à l'énonciation de caractéristiques à la fois physiques et morales, qui seraient celles d'une masculinité hégémonique à la française, qui va être opposée à une masculinité subordonnée, italienne, méridionale, orientale, dont les chanteurs seraient véritablement l'incarnation. Donc on a bien sûr derrière tout ça des luttes de prééminence politique intra-européenne, puisqu'en France, les castrats vont être l'occasion de décrire une Italie décadente, et en particulier l'Italie méridionale, qui serait engoncée dans les superstitions et la barbarie, une barbarie bien sûr toute orientale, qui renvoie au despotisme oriental, avec une critique là des excès pontificaux, qui renvoie à la perversion des corps, contre laquelle en France on va ériger le respect de l'intégrité physique, mais aussi qui renvoie donc à un efféminement stérile, dans un moment où on a une crainte très forte, infondée mais forte d'une dépopulation, et en tout cas on a de manière très très claire des théorisations de plus en plus nombreuses qui vont venir nourrir ces représentations, notamment donc dans le champ scientifique sur lequel je voudrais m'arrêter à présent. Au cours donc des Lumières, les castrats italiens vont faire leur apparition dans les ouvrages scientifiques, donc selon des modalités spécifiques. Alors bien sûr, les ouvrages de médecine ou de naturalistes, l'histoire naturelle, ce serait la biologie d'aujourd'hui, grosso modo, ces ouvrages, ces recherches ne sont pas qu'un lieu de production de connaissances ou de diffusion des savoirs, mais aussi le support de reproduction d'un certain nombre de rapports de pouvoir et notamment de rapports de genre. Mais cette dynamique est finalement renforcée par le fait que les castrats ne deviennent pas à proprement parler des objets d'étude.
Les quelques castrats qui sont en France ne vont pas être auscultés par des médecins français. Une fois qu'ils sont morts, ils vont pas non plus être disséqués. Ça veut dire qu'en fait, on se rapporte dans ces récits médicaux à des conclusions sur des hommes castrés pour raisons médicales, sur des eunuques dits naturels, c'est-à-dire qui sont nés sans testicules. Et que ce contexte-là invite à penser la démonstration scientifique qui est à l'œuvre dans ces récits, c'est-à-dire à interroger la part de réalité, la part de projection, de fantasme dans les descriptions qui sont données de ces chanteurs italiens. On a en plus de ça une pratique assez courante de la copie entre pairs. Le concept de plagiat n'existe pas à cette époque. Tout ça, ça va générer des poncifs, une homogénéité de point de vue, et c'est bien sûr à prendre en compte. En tout cas, les castrats vont être assez rapidement mobilisés, ou la représentation qu'on se fait d'eux en tout cas, dans le champ du livre scientifique, mais pas donc pour véritablement comme des cas, mais plus dans le champ de l'anecdote, du commentaire de l'à côté, même si ils vont être de manière très claire mobilisés pour administrer la preuve. Et la preuve de finalement des normes de genre, c'est-à-dire qu'on va les utiliser pour fixer, ou plutôt énoncer, une série de dispositions physiques ou morales qui seraient caractéristiques du masculin et qui ne seraient donc pas caractéristiques de leur propre corporéité. Donc ils sont utilisés en miroir. Donc j'en arrive à ces débats médicaux et je vous cite d'emblée Nicolas Philibert Adelon. Donc là on est en 1821 à la fin des Lumières, mais il reprend tout à fait les représentations depuis la fin du XVIIe siècle. Il écrit donc la réaction de l'appareil génital sur le reste de l'économie animale est si grande et cette réaction chez les eunuques n'ayant jamais eu lieu ou ayant essayé de se faire, il en est résulté en eux beaucoup d'autres changements physiques et moraux qui méritent de fixer l'attention du médecin et du philosophe. Donc on voit là, dans ce court extrait, l'importance des organes génitaux dans ce que j'appelle la fabrique du mal, ce qui n'est pas du tout une idée nouvelle. Déjà, la médecine antique faisait des testicules la partie la plus noble du corps, en soulignant leur vertu échauffante. Et c'est une vertu qui est toujours pensée à l'époque moderne, c'est-à-dire que les testicules induisent la chaleur naturelle du corps. Et la chaleur est pensée comme déterminante dans la sexuation des corps, puisqu'on considère que les hommes ont des corps chauds et secs, et qu'ils s'opposent de cette manière au corps froid et humide des femmes. Donc c'est quelque chose qui est vraiment déterminant dans la fabrique du mal, dans l'économie globale de la virilité. Et donc si on enlève les testicules, eh bien on affaiblit l'ensemble des marques viriles, corporelles ou morales. C'est comme ça qu'on l'entend à cette époque. Et donc les castrats vont dénoter, ou plutôt se distinguer par ce qui leur manque. Et cette idée du manque, de l'incomplétude, de l'imperfection, elle est extrêmement forte dans les discours scientifiques de l'époque. Et bien sûr, elle s'oppose à ce que pensent les mélomanes qui, eux, au contraire, considèrent qu'ils ont quelque chose en plus, et notamment leur voix. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, la voix des castrats intéresse très peu les médecins, notamment les médecins français, qui vont simplement souligner qu'ils demeurent avec une voix aiguë et une forte capacité thoracique, parce que ce qui les intéresse, c'est davantage les marqueurs d'une dévirilisation plus générale. Alors, soit le fait d'avoir, pardon, je m'éloigne du micro, le fait d'avoir une voix aiguë constitue un des marqueurs, mais ils vont pas du tout se focaliser sur celui-ci. Et au contraire, ils vont aller chercher tous les marqueurs de dévirilisation qu'ils expliquent à partir d'un défaut de puberté. Pour eux, la castration empêche donc les castrats d'avoir un développement pubaire. Alors, pour autant, le rôle des testicules dans le déclenchement de la puberté n'est pas tout à fait encore théorisé ou clairement exprimé par les savants de l'époque moderne, mais pour eux, c'est bien l'accroissement de la chaleur naturelle qui est produite par les testicules qui fait progresser le garçon vers l'âge de la virilité. Donc, quand on est privé de testicules, on ne pourrait pas progresser vers cet âge-là. Alors, ils vont distinguer les âges en considérant que plus on est castré jeune, moins on a de possibilités d'atteindre la pleine virilité en quelque sorte. Et pour les castrats qui nous intéressent, donc c'est fait avant, autour de 10 ans, et ils devraient donc subir des modifications corporelles irréversibles. Dans les mots de l'époque, c'est la végétation des forces inanimées. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement négatif. Les caractéristiques, on a des caractéristiques qui vont retenir davantage l'attention des médecins, donc pas forcément la voix, mais par exemple les poils. Ça, c'est obsessionnel chez les médecins et les naturalistes de l'époque, qui les décrivent tous comme des hommes absolument imberbes.
Alors bien sûr, on a un moment où la pilosité est un des marqueurs fondamentaux de la différenciation des sexes, et on s'intéresse pas qu'au poil des castrats. Les femmes à barbe aussi, ça défraie un peu la chronique. Ou alors, on va regarder aussi les corps des Indiens, je fais des guillemets, des sauvages d'Amérique, qu'on va juger imberbes également. Donc, il y a une focalisation sur l'absence de pilosité qui, à cette époque-là, s'explique par un excès de froideur et d'humidité qui empêche le poil de poindre aux femmes comme aux châtrés et aux enfants. Donc là, vous voyez une assimilation entre notamment les femmes, les hommes castrés et les enfants qu'on va retrouver de manière vraiment récurrente dans les récits scientifiques et sur laquelle on reviendra parce qu'elle est porteuse d'inégalités importantes. Alors bien sûr, je m'interroge toujours sur ces assertions médicales, en discutant notamment aujourd'hui avec des médecins, des urologues, des endocrinologues, pour essayer de comprendre ce qu'il en était réellement. Alors généralement, ils nuancent cette idée que les castrats étaient pleinement imberbes. Alors je me suis penchée sur les portraits de l'époque. C'est un peu compliqué parce qu'au XVIIe siècle, on ne représente pas la barbe sur les portraits castrés ou pas castrés. Mais j'essaye de trouver des représentations un peu plus fidèles à la réalité et j'ai eu un grand moment de bonheur. Alors je sais pas si ça se voit pas du tout, donc il va falloir me croire sur parole. Mais j'ai trouvé il y a une semaine ce portrait de Matteuccio, qui est un portrait espagnol, où là, quand même, vous voyez peut-être pas, mais c'est un peu vert. Donc c'est un début, c'est un petit duvet et je ne l'avais trouvé encore nulle part ailleurs. On a nos petites émotions de chercheuse, même si c'est ridicule. En tout cas, j'essaie de confronter un peu ces récits qui sont très stéréotypés et qui, moi, me rappellent beaucoup mes premières recherches sur les récits médicaux sur les femmes, où on retrouve comme ça finalement des manières assez essentialisées de représenter les corps. Et aucune diversité possible, et de façon à être au plus près de ce qu'ils pouvaient véritablement subir après la castration. Dans ces récits médicaux, en tout cas, on a dans l'idée qu'ils habitent des corps impubères, et parce qu'ils sont maintenus donc dans un état d'imperfection prévirile qui les rapproche du féminin. Puisqu'ils n'ont pas cette chaleur corporelle, Siri, tu te tais. Vu qu'ils n'ont pas donc cette chaleur corporelle qui les distingue des corporités féminines, ils restent donc dans l'humide froideur caractéristique des corps féminins, d'où cette idée, bien sûr, que j'annonçais tout à l'heure, d'une forme d'efféminement liée à la castration. Alors, l'efféminement, à cette époque, et encore aujourd'hui, est un outil de marginalisation de catégories sociales qui dérogent aux normes masculines dominantes. Alors, il n'y a pas que les castrats, il y a ce qu'on appelle les orientaux à cette époque, qui sont jugés lascifs, vicieux, parfois sodomites, ou encore plus proches, les petits maîtres ou les gens du monde qui, par leur mode de vie oisif, sont assimilés à des vaporeuses. Donc on peut être efféminé par son mode de vie, on peut aussi le devenir par la castration. Et là aussi, c'est pas du tout une nouveauté du XVIIIe siècle. Déjà, Jacques Duval le disait pour le XVIIe siècle, ceux qui en sont destitués, donc des testicules, se trouvent de plus froids, débiles, efféminés, et on voit que leur inclination d'esprit est plus perverse, timide, et leurs mœurs corrompues. Alors, c'est pas du tout, j'ai pas pris le pire, je ne prends jamais le pire. Je prends vraiment ce qui est plus représentatif des discours. Et en tout cas, on a des descriptions corporelles qui vont être reprises au fil des siècles et témoigner d'une sorte de basculement, un peu inévitable, irréversible, vers l'imperfection féminine. Je cite Nicolas Philibert-Adelon, donc là, on est à la fin de la période. Donc il parle des eunuques. La peau est restée douce, blanche et dépouillée de poils. Les cheveux, par contre, sont plus beaux et persistent plus longtemps. C'est un peu long. Alors, il y a mollesse, pâleur, flaccidité des chairs, prédominance du système cellulaire qui se charge de graisse. Il y a développement du système lymphatique. Le squelette lui-même se rapproche de celui de la femme. Dès lors, au lieu des formes toreuses, muselées de l'homme parfait, l'eunuque doit avoir des formes arrondies, empâtées, chargées d'embonpoint. Il a le ventre mou et relâché, les cuisses grosses, les jambes gonflées, toutes les articulations comme bourrées. Sympathique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans les descriptions féminines. Donc, des corps qui sont finalement pleins d'engorgements, de fluides, et qui sont de ce fait, qui passent dans le champ du féminin, avec des castrats qui passent pour faire du gras. Là, je reprends un Rousseau qui dit que les castrats font du gras, notamment au niveau des hanches
et de la poitrine. Et cette question de l'engraissement, en quelque sorte, elle me permet d'aborder rapidement le thème de la métaphore animale, puisque très souvent, eh bien, ils sont rapprochés des castrats des autres espèces. Et là, je reprends Nicolas Philibert-Adelon. Ainsi, l'homme a souvent fait subir à ses semblables, par divers motifs également honteux, la mutilation qu'il pratique sur plusieurs animaux domestiques, dans la vue de rendre leur chair plus douce, plus tendre, plus chargée de graisse. Mais ce qui suit est intéressant. Chez les eunuques, la force physique est moindre. Ils sont moins capables de marches prolongées, d'efforts musculaires. L'on sait que la castration est en effet un moyen que nous employons pour dompter les animaux et les soumettre au joug de la domesticité. Donc vous voyez ici que la métaphore animale surgit non pas pour signifier une force un peu bestiale, mais au contraire pour avancer que l'opération bien amoindrit la puissance physique et va faire des castrés, que ce soit des hommes ou des bêtes, des êtres dévirilisés, soumis, domestiqués. Et sans cesse, on a cette comparaison animale qui revient et qui est un autre levier de marginalisation dans une société fondamentalement spéciste et au cours de laquelle d'ailleurs on a des théorisations de plus en plus fortes dans ce sens. Donc, suivant les liens entre les liens faits par la médecine entre l'âme et le corps, la privation des testicules entraîne également un effet moral. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner, puisque on l'a vu un petit peu avec Jacques Duval, les castrats donc eh bien se retrouveraient porteurs de tous les vices moraux des femmes, bassesse, dissimulation, fourberie et j'en passe. Et ça n'a pas une simple valeur descriptive dans ces discours médicaux, parce que c'est aussi utilisé pour les déclarer inaptes à endosser des fonctions sociales masculines notamment importantes. Et au seuil du XVIIIe siècle, Pierre Dionis, donc ce fameux chirurgien, va d'ailleurs dénoncer l'improductivité des castrats pour les États, en écrivant « C'est pourquoi les royaumes et les républiques ont intérêt de s'opposer à la castration. Ceux à qui on l'a fait sont tous gens qui restent fort inutiles, étant incapables de faire fleurir les sciences, d'entretenir le commerce et de cultiver la terre, n'ayant aucune vigueur pour soutenir les travaux et pour résister aux ennemis. » Donc on est vraiment dans un discours qui va non pas s'amender, mais être de plus en plus virulent à leur égard pour exclure les castrats du service militaire, du mariage, du sacerdoce. Et là, on a véritablement l'énonciation d'une forme de masculinité subordonnée contre laquelle on va énoncer des attributs, des rôles qui seraient plutôt ceux d'une masculinité hégémonique qui, elle, peut assurer la domination militaire, la capacité reproductive et aussi, bien sûr, le maintien des valeurs morales et spirituelles. Donc, vous l'avez compris, les castrats évoluent dans une sorte de flou. Est-ce que ce sont des hommes, des femmes, des androgynes? Est-ce que c'est un troisième sexe? Il y a vraiment des débats autour de cela. Alors, par exemple, le juriste Charles Ancillon va lui considérer que c'est une troisième sorte d'homme, ce qui va permettre de les exclure d'un certain nombre de droits que possèdent les hommes, notamment le fait de se marier ou d'adopter. Mais les médecins ne vont pas le suivre. Pour les médecins, les castrats, ce n'est pas un troisième sexe, ils ne théorisent pas de troisième sexe, mais pour autant, ils vont les décrire dans cette forme de fluidité de genre, dans une androgynie, puisqu'ils vont reconnaître chez eux des caractéristiques masculines, donc inachevées soit, mais aussi des caractéristiques féminines. Et on peut d'ailleurs les rapprocher d'une autre figure qui défie les normes de genre de l'époque, qu'on appelle les personnes hermaphrodites, qui regrouperaient plus ou moins aujourd'hui les personnes intersexes, et qui vont souvent être opposées aux eunuques ou aux castrats et aux eunuques, sauf que dans le cas des hermaphrodites, il y a un voyeurisme extrêmement fort de la part des médecins qui vont sans aucune difficulté décrire, mais aussi représenter leurs organes sexuels, alors que dans le cas des castrats ou des eunuques, il y a un grand flou. Ce qui fait que, moi, vu que j'aime toujours un peu chercher la petite bête, je m'intéresse à leur pilosité, mais je voudrais aussi comprendre quels sont les effets de la castration sur leurs organes sexuels, et je me rends compte qu'il y a vraiment une difficulté à trouver des descriptions, notamment, par exemple, de leur phallus, qui sont quasiment absentes. Peut-être, avant de rentrer dans ce détail, vous rappeler qu'à cette époque-là, la sexualité masculine, elle est comprise comme une puissance, c'est-à-dire, j'ai mon ordinateur qui m'envoie des codes bizarres. Voilà, je ne sais pas ce qu'il veut communiquer avec moi. Une sexualité donc qui est comprise comme une puissance, c'est-à-dire un pouvoir d'engendrement, qui dépend d'une mécanique sexuelle très spécifique. Érection, pénétration, éjaculation. Sans ce triptyque-là, on n'est pas considéré comme un homme puissant.
Hein, on a vraiment dans l'idée que le corps érotique ne se dissocie pas du corps reproducteur, et donc les castrats étant stériles, on va beaucoup les décrire comme étant des hommes impuissants. Alors que dans les faits, puisque j'ai dit que vous saurez tout, les castrats peuvent avoir une érection, ils peuvent même éjaculer, mais du liquide prostatique, et donc pas de semences, enfin pas de liqueur séminale. Pour autant, quand on essaye d'avoir des descriptions chez les médecins français de l'époque, on se rend compte qu'il y a souvent des paradoxes. Je vous ai mis Buffon notamment, qui parle là de leur phallus en disant « cette partie qui leur reste n'a pris qu'un très petit accroissement, car elle demeure à peu près dans le même état où elle était avant l'opération ». Donc en gros, voilà, si on a été opéré à 7 ans, eh bien, on a le sexe d'un enfant de 7 ans. Nicolas Philibert-Adelon, lui, vraiment décrit un sexe inutile, leur pénis flétri, atrophié et impropre à l'érection, sans laquelle ne peut se faire aucun rapprochement. Donc je lis ça, mais quelques pages plus tard, dans les mêmes livres, que ce soit chez Dionys ou chez Adelon, les mêmes auteurs se dédisent et vont attester de la capacité érectile et pénétrative des castrés, quel que soit leur âge. Puisque Adelon finit par dire, tout en les jugeant stériles, qu'ils peuvent encore accomplir l'acte extérieur de la génération. Et Buffon, lui, finit par dire que les eunuques auxquels on n'a ôté que les testicules, donc y compris dans leur jeune âge, ne laissent pas de sentir l'irritation dans ce qu'il leur reste et d'en avoir le signe extérieur, même plus fréquemment que les autres hommes. Donc là, on est un peu désemparés. En tout cas, moi, je l'étais. Après, c'est des choses relativement courantes lorsqu'on parle de sexualité, enfin lorsque les livres scientifiques parlent de sexualité, on peut avoir des sortes de contradictions parfois, mais là c'est vraiment, ça se cristallise sur la figure des castrats, et je me suis donc posé la question de ces paradoxes en m'interrogeant sur finalement les impuissances des castrats, de quel type d'impuissance ils souffrent, quelle est la raison aussi de ces discours qui font finalement sortir les castrats du champ de la sexualité et de la désirabilité. Donc pour essayer de répondre à ces questions, je me suis intéressée à leur sexualité, et c'est là-dessus que je vais finir en essayant de vous donner à voir toute une variété de postures ou de figures qu'on prête aux castrats en fonction des époques, mais aussi des perspectives religieuses, juridiques, artistiques ou médicales, puisque on a d'un côté une marginalisation des castrats, donc, enfin, une exclusion plutôt des castrats du champ de la sexualité par ces discours normatifs, scientifiques, mais de l'autre côté, si on regarde du côté notamment des discours littéraires, on se rend compte que les castrats, c'est aussi un certain sex-appeal, si je peux me permettre. Et que finalement, pour certaines parties de la population, on voit qu'il peut y avoir un attrait donc pour ces hommes. Et je me suis interrogée sur l'émergence d'une sorte de panique, pourquoi pas même d'une panique morale, qui serait due à leur capacité, soit réelle, soit fantasmée, à redessiner finalement les contours des normes esthétiques et sexuelles. Donc je me suis vraiment interrogée, j'ai essayé d'articuler à la fois les normes, les représentations, les pratiques, en voyant que souvent il y a des gouffres qui les séparent. Et je dois vous rappeler que la norme, c'est donc que les castrats ne peuvent pas normalement entretenir de sexualité, puisque la sexualité à cette époque, en France ou en Italie, la sexualité légitime est exercée dans le cadre du mariage et a pour finalité la reproduction. Donc étant stériles, les castrats ne devraient pas entretenir de sexualité, ni se marier. Et la papauté d'ailleurs se montre absolument inflexible, alors que les castrats ont pu déposer des demandes de dispense pour pouvoir se marier. La papauté a toujours refusé cela. Donc je me suis intéressée à ce sort de triptyque normes, représentation, pratique pour vous proposer différentes figures sexualisées des castrats, en quittant donc cette fois-ci le simple registre scientifique. Alors je vous propose de commencer par le champ homoérotique, donc des relations entre hommes, en précisant qu'au XVIIIe siècle, les discours médicaux sont extrêmement discrets sur ce sujet, puisqu'ils vont très rarement mentionner explicitement les effets de la castration sur l'orientation sexuelle des castrats. Mais pour autant, ils font un lien très clair entre castration et désir pour le même sexe, qui est aussi d'ailleurs théorisé pour les femmes, vous l'avez sur le diaporama, alors qu'au XIXe siècle, l'inversion sexuelle, on dit ça comme ça à l'époque, des castrés est en revanche vraiment quelque chose qui est omniprésent dans les livres scientifiques. On le dit de manière tout à fait courante.
Donc on a en tout cas, pour la période qui nous intéresse, cette thématique de la dévirilisation, de la féminisation, de l'androgynie, qui va permettre ce glissement entre castration et féminement et attirance ou attractivité pour les hommes. Et bien sûr, il faut préciser que le prisme par lequel les castrats sont saisis quand il s'agit de sexualité entre hommes, ça n'est pas celui de personnes désirantes, mais plutôt celui de personnes désirées. C'est-à-dire que ce qui anime et ce qui fait peur, c'est finalement leur désirabilité pour d'autres hommes. Et pour expliciter cela, j'ai essayé de séparer deux figures, l'androgyne juvénile d'un côté et puis l'efféminé de l'autre. Alors pour l'androgyne juvénile, il faut rappeler qu'on est à une époque où les normes esthétiques valorisent les corps jeunes, blancs, innocents, gracieux, et que même dans le livre médical, on a une valorisation des corps juvéniles et notamment des corps prépubères. Je vous ai mis ici une citation de Buffon dans son best-seller, là aussi, l'histoire naturelle, sur l'article puberté, où il écrit: pourrons-nous écrire l'histoire de cet âge avec assez de circonspection pour ne réveiller dans l'imagination que des idées philosophiques. Donc on dit très clairement, finalement, la légitimité de ce regard adulte, une sorte de male gaze, mais regard adulte, qui va donc décrire, fantasmer des beautés juvéniles, qui sont aussi bien d'ailleurs des beautés juvéniles féminines que masculines. Et dans le cas des castrats, eh bien, on a un trouble dans le genre qui est assez fréquent, dû donc à leur androgynie supposée. Ils vont donc déstabiliser les repères visuels et auditifs de leurs contemporains, dont Montesquieu, qui, je vous l'ai aussi mis sur le diaporama, est frappé par la beauté de jeunes castrats et il va énoncer les périls. Il y avait de mon temps à Rome, au théâtre Capranica, deux petits castrés, Mariotti et Chiostra, habillés en femmes, qui étaient les plus belles créatures que j'ai vues de ma vie. Ils auraient inspiré le goût de Gomorrhe aux gens qui ont le goût le moins dépravé à cet égard. Une citation parmi d'autres que j'ai pu retrouver. Alors, on est aussi à une époque où l'idéal esthétique de l'hermaphrodite est très très fort, c'est-à-dire l'idéal esthétique de l'androgynie. Et il faut replacer aussi les castrats dans cette dimension-là, puisque ils permettent finalement de dire un désir masculin pour des corps qui sont pensés comme prépubères. Alors, on a donc des discours que je dis homoérotiques qui sont formulés par des hommes adultes, qui vont donc, et potentiellement beaucoup plus âgés, qui vont donc contempler le corps de jeunes castrés à une époque où des rumeurs circulent sur le fait que les castrats, durant leur enfance-adolescence, entretiennent avec leur patron aristocratique italien des relations homosexuelles dites passives. C'est une sorte de poncif aussi de l'époque. Alors, pour prendre un exemple parmi d'autres, des figures homosexuelles connues de l'époque, je vais prendre l'historien de l'art et archéologue allemand Joachim Winckelmann, qui a écrit donc son histoire de l'art chez les anciens, qui est là aussi réédité maintes fois en français, où il va assimiler les castrats au canon esthétique, notamment de l'Antiquité grecque, et il va faire de l'adolescent androgyne vraiment l'incarnation du beau. Et dans une de ses lettres qu'il écrit depuis Rome au milieu du XVIIIe siècle, il va écrire à un de ses correspondants: je fais faire maintenant dans ma chambre le portrait d'un très beau castrat âgé de 14 ans. Je désire beaucoup qu'il puisse être bien exécuté. Alors, on ne sait pas exactement ce qui se passe ce jour-là dans la chambre de l'historien allemand, mais ce que je veux avancer, c'est que son propos retranscrit à minima la légitimité de ce regard, de ces projections hémorétiques qui sont moulées dans un modèle qui est celui de l'homosexualité de l'Antiquité grecque, avec tout un discours sur ce qu'on appelle les Adonis, les Ganymèdes, donc voilà, des jeunes hommes particulièrement beaux qui deviennent les amants des dieux, de Zeus en particulier pour Ganymède, et c'est vraiment des termes qui sont très très fréquemment utilisés pour les qualifier, notamment dans les récits donc homoérotiques. Alors en avançant en âge, les castrats sont aussi l'objet d'autres types de discours, toujours liés à leur androgynie supposée, mais là à travers une autre figure qui est celle de l'efféminé, où ce que l'on voit finalement, c'est que
leur efféminement donc supposé va les placer, mais aussi les prestations scéniques qu'ils mettent en œuvre, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer, je vous le disais, des rôles de femmes, va les placer dans on va dire un contexte particulier qui va renforcer en fait leur féminisation à un moment où là aussi dans le monde artistique, mais pas uniquement dans le monde on va dire homoérotique, les hommes féminisés sont surtout à la fin de la période, fin du XVIIIe siècle, véritablement l'incarnation de la beauté idéale. Donc on a ce contexte qu'il faut prendre en compte. Et donc, un certain nombre de récits de contemplation des effets de la castration, là où le livre scientifique dénonçait leur dénaturation en quelque sorte. Donc, il trouble les repères visuels, auditifs, mais aussi sexuels. Et là, c'est vraiment la scène que je décrivais en introduction de la nouvelle de Balzac, avec donc ce sculpteur Zambinella Sarrasine, qui tombe amoureux du castrat Zambinella, qu'il prend pour une femme. Bien, Casanova, qui dans ses mémoires raconte que il a pris le castrat Bellino pour une femme. Ça, c'est vraiment des choses tout à fait récurrentes. Ou Montesquieu, est-ce que je vous l'ai mis? Oui, Montesquieu, qui précise un peu plus loin dans sa correspondance qu'un jeune Anglais, croyant qu'un de ses chanteurs était une femme, en devint amoureux à la fureur. C'est quelque chose qu'on trouve dans les correspondances, mais aussi beaucoup dans la littérature de l'époque. Mais il y a une différence notoire, c'est que par rapport à l'androgyne juvénile, qui est donc saisi un peu dans une forme de passivité, c'est que le castrat efféminé, il est accusé de duperie, c'est-à-dire qu'il n'est pas un simple objet de désir, mais il est son artisan. C'est-à-dire qu'il renforce en fait son efféminement, notamment par ses performances de genre sur les scènes d'opéra. Et là, on a une dimension qui est un peu singulière. Alors bien sûr, je m'intéresse à la réalité là aussi de ces figures. Et dans la réalité, il y a bien sûr eu un certain nombre de castrats qui ont pu avoir des relations avec d'autres hommes. Alors en fonction de leur âge, plus ou moins consenti, c'est des variables qu'il faut prendre en compte, mais à cette époque-là, on ne raconte pas ou très difficilement ce genre de relation, donc il y a une difficulté véritable à accéder aux expériences des castrats. Une fois passé ce type de récits qui sont vraiment importants, on a une sorte de contre-jour des récits qui font d'eux, au contraire, des figures de l'hétérosexualité. Alors, une des premières figures, c'est celle de l'ange abstinent. L'ange abstinent, c'est une figure positive, puisque je vous l'ai dit, la castration enferme normalement les castrats dans une forme d'hétérosexualité, mais empêchée, puisqu'ils sont considérés comme impuissants. Ils doivent demeurer chastes. Et donc investir cette figure de l'ange abstinent qui est valorisée dans l'Italie moderne et un peu ailleurs, et plus largement dans le champ du catholicisme en quelque sorte, puisque la chasteté, c'est une vertu qui n'amoindrit pas les corps. La chasteté n'amoindrit pas les corps des membres du clergé masculin, notamment, puisqu'elle les dévoue entièrement au divin. Et les castrats sont finalement souvent assimilés à des anges et donc sortis du champ de la sexualité sans perdre donc en valeur ou en prestige. Et un certain nombre de castrats se sont certainement confrontés à ce modèle donc qui les valorise, ce qui n'empêche pas des écarts fréquents à la norme, mais aussi des contestations de cette norme qui apparaissent dans les autres figures que je vais un petit peu plus amplement développer. Et notamment celle du triste impuissant, qui est en fait une déclinaison négative de celle de l'ange abstinent, puisque on a la valorisation religieuse de la chasteté d'une part, mais qui va être remplacée dans la figure du triste impuissant par la dénonciation du handicap. Alors on ne dit pas handicap à l'époque, mais c'est la dénonciation d'un vice, on parle plus d'un vice, d'une incapacité sexuelle et reproductive. Et cette figure, elle est vraiment centrale dans les discours scientifiques des Lumières, qui vont donc combiner la stérilité effective des castrats avec le flou qu'on a vu sur leur capacité sexuelle pour faire d'eux vraiment des incarnations de l'impuissance. Et ils vont donc dresser une frontière entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, qui est une frontière vraiment infranchissable et qui fait que les castrats sont exclus du champ de la paternité, mais aussi de ce statut valorisé qu'est celui de chef de famille. Et ils vont rejoindre donc toute une série d'hommes diminués, toujours entre guillemets, des eunuques dits naturels, victimes d'accidents, hommes vieillissants, etc. Et il faut avoir dans l'idée que leur infécondité, elle est sans cesse réassénée dans des termes extrêmement virulents. Et
et qu'ils subissent de manière très claire les foudres d'un populationnisme qui se dit vraiment sans phare à cette époque-là. Ils sont aussi l'objet de moqueries dans le livre scientifique, mais aussi plus largement. Et là, j'ai voulu prendre un exemple qui est un exemple littéraire, celui de Pierre Nougaret, qui est l'auteur des 1001 folies, qui paraît en 1771, où il moque les passions d'une femme du monde qui a la bizarrerie d'aimer un prétendu monsieur, donc un castrat, et il poursuit en évoquant un mariage, mais c'est bien sûr ils se sont pas mariés pour de vrai, hein, c'est une façon d'entrer dans le dans le récit et de commencer à être dans l'ironie. Qui pourrait s'empêcher de rire? La dame amoureuse du virtuose, contrainte d'être au genre neutre, c'est très rare d'avoir ce genre de formulation. Bon, bref, Naïma, donc contrainte d'être au genre neutre, vient de l'épouser publiquement, quoi qu'on puisse dire qui ne lui apporte absolument rien en mariage. Donc ce rien, vous le comprenez, par l'absence des finalités attendues du mariage, c'est-à-dire la reproduction. Et Nougaret continue à ridiculiser donc cette union contre nature en écrivant « Il serait trop long de vous rapporter toutes les plaisanteries auxquelles cette union singulière a donné lieu. Les uns se récrient sur ce qu'on épouse une voix, les autres trouvent que la dame a très grand tort de n'avoir consulté que ses oreilles. Ceux-ci présument que les nouveaux mariés ne chanteront point longtemps à l'unisson, attendu qu'il manque l'essentiel à leur concert. Ce qu'il y a de tout à fait particulier, c'est que la dame du virtuose en est on ne peut plus contente. Son âme nage dans l'ivresse lorsqu'elle a le bonheur de l'entendre chanter. Oui, les accents de son mari la pénètrent de la volupté la plus vive. Il ne lui laisse rien à en désirer. Doutera-t-on encore des effets merveilleux de la nouvelle musique ? Donc là, on est vraiment dans une écriture caractéristique des Lumières, très très caustique, avec un auteur qui rappelle l'incomplétude du castrat, qui est réduit à sa seule puissance, c'est-à-dire présence de sa voix. Mais justement, ça mérite qu'on s'y arrête un peu parce que ce jeu érotique autour de la puissance sexuelle vocale des castrats est très fréquente et là pour le coup assez valorisée. Donc avec la figure du virtuose. Donc à la différence des hommes féconds, les castrats peuvent prétendre à une autre forme de sexualité qui défie là pleinement les normes reproductives et les usages hétéronormés, la jouissance auditive. Puisque pour nombre de chanteurs, les castrats ne sont pas que des individus à qui on a retranché la faculté reproductive, mais ce sont aussi des personnes qui habitent des corps améliorés, donc vraiment dans l'idée qu'on est là dans une technologie de la voix et qu'elle donne au châtré donc une puissance singulière. D'ailleurs, cette question du pouvoir érotique de l'opéra et de la voix a été l'objet de différentes réflexions de Roland Barthes dans SZ, où il soutient que l'opéra, notamment, peut provoquer des orgasmes acoustiques. Et dans les discours psychanalytiques, on a aussi cette idée que la voix d'opéra, finalement, serait phallique, en ce qu'elle pénètre les individus dans une forme de féminisation du corps passif des écoutants et des spectateurs. Et donc, ces manières de voir, elles s'ancrent dans des représentations plus anciennes, dont celle de Nougaret, qui donc développe l'idée d'une pénétration acoustique assez puissante, si je remets la fin de son passage, pour détourner finalement cette femme des pratiques sexuelles canoniques, puisque la voix finalement de cet homme devient une métaphore de ses organes sexuels et elle fonctionne comme un palliatif pénétratif. Alors, on pourrait lire dans ces récits une confrontation entre des marqueurs de masculinité à la française et d'une masculinité italienne, perçue comme superficielle, frivole, etc. Mais pour moi, ces propos témoignent surtout d'une fascination, doublée d'une crainte d'un pouvoir qui, étant donné qu'il est issu de la castration, ne peut pas vraiment être considéré comme pleinement positif. Mais pour moi, la sexualisation de la puissance vocale des castrats, elle fonctionne aussi comme une réassurance, c'est-à-dire une façon de toujours trouver une forme de puissance dans des corps masculins, même s'ils sont en quelque sorte incapacités. Et je vous avais mis ici une autre citation d'une chanson de Charles Collet qui dit bien que on a des hommes qui sont en mesure de procurer une jouissance qui d'ailleurs n'est pas fugace, mais qui amène à un contentement particulièrement long. Donc là, vraiment une singularité pour les castrats, dans une forme non pas vraiment d'hypersexualité, parce que c'est là que je voudrais finir, mais de sexualité en quelque sorte alternative. Donc je voudrais finir avec le castrat hypersexuel, puisque dans d'autres discours, les castrats font finalement peser une véritable menace morale dans le champ de l'hétérosexualité. Donc là, on oublie les tristes chanteurs stériles. Au contraire, on est dans des incarnations particulièrement viriles qui sont en mesure de répondre à l'appétence notamment des femmes du monde, qui constituent leur public prioritaire.
et des femmes donc issues de milieux, notamment en France, qui vont initier les pratiques de limitation de naissance à cette époque, en dépit bien sûr de la forte condamnation morale et juridique des méthodes contraceptives d'alors, mais aussi de l'avortement. Et pour les femmes, donc soucieuses de ne plus avoir d'enfants, parce qu'elles ne sont pas mariées ou parce qu'elles ont déjà assez d'enfants à leurs yeux, ben les castrats peuvent effectivement être des partenaires idéaux. Et l'avantage indéniable là que possèdent les castrats dans ce contexte va susciter en retour une forme de panique chez de nombreux commentateurs. Et là, le plus exemplaire, c'est notre cher Charles Ancillon, donc dans son traité des eunuques, qui a pour vocation première, il le dit dès les premières pages, de convaincre donc du bien fondé de l'interdiction du mariage faite aux eunuques, à l'occasion de la séduction de la fille d'un de ses proches par un castrat. Et il va d'ailleurs faire des castrats présents à la chapelle à Versailles une véritable menace pour les Françaises. C'est ce que vous avez en haut à droite. Mais des Françaises qu'il va choisir de dépeindre assez indifférentes à leurs attraits. Alors pour autant, tout au long de son ouvrage, il va invoquer le péril que représentent les castrats, il va exhorter les femmes à la plus grande méfiance, et finalement, un peu à la manière des médecins, après avoir fait des castrats des êtres impuissants, voilà, sur quasiment tout son ouvrage, à la page 160 sur 182, donc vraiment à la fin, le juriste va finir par rompre la confusion entre impuissance et stérilité, en écrivant donc cela. Tout en bas, il est certain qu'un eunuque ne peut satisfaire qu'au désir de chair, à la sensualité, à la passion, à la débauche, à l'impureté, à la volupté, à la lubricité. Comme ils ne sont pas capables d'engendrer, ils sont plus propres au crime que les hommes parfaits, et ils sont plus recherchés par les femmes débauchées, parce qu'ils leur donnent le plaisir du mariage sans qu'elles en courent les risques. Et là, il reprend Juvénal, qui parlait de l'attrait des femmes romaines pour les eunuques, en écrivant « Il en est qui trouvent les baisers de l'eunuque efféminé d'autant plus délicieux qu'elles n'appréhendent point une barbe importune et n'ont pas besoin de se faire avorter. » Tout est dit. Donc tout un champ finalement de la sexualité est délégitimé parce que non reproductif et convoqué ici pour exclure les castrats du marché matrimonial, alors qu'ils ouvrent justement aux femmes un espace au sein duquel les relations hétérosexuelles échappent à la reproduction. Donc ces dispositions vont alimenter véritablement des peurs, des angoisses tout à fait palpables dans les différents ouvrages, qui vont se renforcer par le récit de frasques d'un certain nombre de castrats, donc là en pleine contradiction avec la figure de l'ange abstinent. Alors ces frasques sont-elles légendaires ou non? Là bien sûr il faut toujours prendre les choses avec des pincettes, mais en tout cas même jusque dans les discours médicaux, je vous ai remis ici la citation de Buffon, on a dans l'idée qu'ils ont finalement un appétit vénérien spécifique. Alors, on a bien sûr des récits de certains castrats qui sont plutôt restés chastes, comme c'est le cas visiblement de Farinelli, mais on a d'autres castrats qui ont vraiment défrayé la chronique. Il faut imaginer que ce sont des stars, vraiment. Alors c'est Dallas, avec voilà, on se bat avec un tel parce que j'ai piqué sa comtesse, etc. Enfin, il y a même Belli qui meurt pas très loin de Naples, de ce genre de petits problèmes amoureux et de jalousie. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver chez un certain nombre de castrats. Pour autant, c'est difficile bien sûr de généraliser tout ça, mais il faut imaginer que ce sont vraiment des superstars qui généralement défraient la chronique avec des chanteuses de l'époque qui ont elles aussi une réputation assez sulfureuse, qu'on peut aussi remettre en question bien sûr. En tout cas, on a vraiment encore au XIXe siècle et chez un certain nombre d'historiens cette idée d'une hypersexualité des castrats et notamment d'un des grands dramaturge napolitain, là on est même au début du XXe siècle, qui parle de Caffarelli, qui lui est un castrat napolitain particulièrement reconnu. Et je cite juste ce passage, parmi d'autres frasques, beaucoup furent frappés à satiété, d'autres y échappèrent par pur miracle, donc de ces différentes, on va dire, revanches ou guerres amoureuses, comme cet impertinent Caffariello, très expert dans son art aussi arrogant que bagarreur. Caffariello, pour s'être permis de rôder trop assidûment autour d'une belle comtesse napolitaine, fut contraint par une âpre poursuite à se réfugier dans une citerne où il se cacha de sorte qu'il put se sauver, mais à cause de cette immersion prolongée dans les eaux, il ne put pas ouvrir la bouche pendant 2 mois. Bon, ça, on en trouve vraiment des pages et des pages de ces récits-là. Et en tout cas, on est très loin ici de l'image de jeunes castrats androgynes
plus ou moins passifs face à leur pouvoir d'attraction, avec un castrat qui incarne finalement un chanteur adulte en pleine maîtrise de ses facultés viriles, hein, qu'elles soient physiques ou sexuelles, qui s'adonne au plaisir de la chair comme n'importe quel autre Casanova de son temps. Il faut dire que là, on est avec un auteur napolitain qui parle d'un autre napolitain, donc à Naples, lieu de la fabrique préférentielle, on va dire, des castrats, où ils sont adulés à proprement parler, où ils ne subissent pas du tout les mêmes stigmatisations et foudres que ce qu'ils peuvent vivre en France, où vraiment ils sont très clairement dépréciés. Donc voilà, un panorama un peu rapide, mais qui permet aussi de sortir un peu du livre scientifique pour vous montrer la diversité des figures liées à la sexualité des castrats et la complexité finalement de les faire rentrer dans un cadre en particulier. Donc je vais conclure rapidement, je crois qu'au niveau du temps ça va, Véronique, ouais. En rappelant donc dans les récits français des Lumières, on a donc à travers la prévalence finalement des testicules pour définir la virilité, eh bien une forme de marginalisation, d'altérisation des castrats qui ne répondraient pas donc aux critères à la fois physiques et moraux de la masculinité, et ce qui opère une biologisation très claire de l'identité de genre, des identités de genre. Et donc ils sont renvoyés à une forme de masculinité subordonnée du fait de leur efféminement qui est largement moqué et décrié. Et un des débats sur lesquels je ne suis pas forcément revenue, c'est la question de l'intervention sur les corps, c'est-à-dire de l'intervention non thérapeutique sur les corps, cette opération donc de la castration comme technologie de la voix. Et finalement, les castrats fonctionnent au cœur des Lumières comme une sorte d'exemple du dévoiement du geste chirurgical qui, en ne se portant pas garant de l'intégrité physique et donc du respect des lois dites naturelles, eh bien, va bouleverser l'ordre moral et politique du genre. Et là, en fait, on a l'opposition entre deux perceptions contraires de l'intervention sur les corps. L'une qui est méliorative, qui vise donc à produire une voie spécifique au détriment d'autres dispositions biologiques, c'est-à-dire la reproduction, et une autre perception qui intime au geste chirurgical de ne pas attenter donc au plein développement des marqueurs de la virilité. Et en fait, il n'y a rien d'étonnant, même si aujourd'hui ça peut paraître un peu étonnant, il y a rien d'étonnant à ce que les castrations musicales se soient développées avec la bénédiction des autorités pontificales qui valorisent aussi la virginité, la chasteté, le célibat, autant de pratiques qui sont de plus en plus combattus par les médecins et les autorités publiques françaises, surtout dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui vont au contraire faire véritablement du mariage un des piliers, et ce qui est aussi le cas chez les catholiques, mais de la puissance masculine reproductive véritablement un de leurs credos, sans mauvais jeu de mots. Et donc cette tension, elle explique que finalement une centaine d'hommes, tout au plus, parce que je vous ai parlé des castrats qui étaient en France, donc 30. Mais si on prend l'ensemble du mouvement du phénomène, c'est une centaine d'hommes tout au plus sur ces 3 siècles. Ça explique comment cette poignée d'individus ont été érigés par les discours scientifiques français comme finalement l'incarnation d'une masculinité défaillante, subordonnée, mais surtout comme un modèle un peu aberrant de la gestion du vivant. C'est ça vraiment aussi que je voudrais mettre en avant. Une sorte d'archétype baroque qui est comme ça pris sous le feu de raisonnement populationniste. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que on se retrouve donc face à des individus qui en France incarnent une forme de masculinité subordonnée, si je vais essayer de les tordre et les faire rentrer dans les théorisations sociologiques, mais en Italie au contraire, ils sont susceptibles d'incarner une forme de masculinité complice d'une certaine manière, parce que dans les faits, ce sont des hommes qui soit sont issus des milieux populaires, mais qui vont être liés au pouvoir religieux, au pouvoir royal, qui vont être recherchés, valorisés, adulés, et qui vont très clairement s'intégrer aux élites socioculturelles de la péninsule de leur époque. Et alors que dans les cours étrangères, et en particulier en France, puis plus tardivement en Angleterre, on va voir le même phénomène de stigmatisation se mettre en place, eh bien ils vont essayer de mettre en œuvre leur propre manière de faire le genre, de défendre leur propre posture, notamment masculine, et en élaborant, dans certains cas, ce que je pourrais appeler des masculinités alternatives. Donc là, je suis un peu, non pas dans le doute, mais je prends là aussi les choses avec les pincettes parce que je suis dans des recherches en cours et j'essaye d'avancer sur leur propre perception et la façon dont leur mouvement en dehors d'Italie a pu aussi les amener à se positionner différemment. En tout cas, les castrats posent la question très claire des angoisses profondes des sociétés qu'ils traversent, notamment liées à la sexualité. On l'a très clairement
clairement vu, mais il révèle aussi des sexualités qui sont finalement bien plus plurielles et complexes que ce que l'on voudrait ou de ce que l'on pourrait penser. Peut-être une dernière chose sur la fin des castrats, finalement. Je vous ai dit que le phénomène commençait donc à la toute fin du XVIe siècle, avec vraiment une explosion de leur notoriété plutôt fin XVIIe, XVIIIe siècle, mais on a donc un déclin du recours au castrat qui est d'ailleurs lié à l'histoire de France, puisque les castrats, donc on l'a vu sous la plume des commentateurs français, vont être assez rapidement, voilà, on dirait stigmatisés aujourd'hui, mais ils permettent aussi par ces différents récits de voir comment une société se rigidifie. Progressivement sur des normes de genre, sur des codes comportementaux aussi, sur une morale sexuelle qui va devenir de plus en plus intolérante aux fluidités de genre. Des fluidités de genre qui, de par le passé, dans les décennies et les siècles passés, pouvaient être prisées par un certain nombre de mélomanes. D'ailleurs, la fluidité de genre, c'est pas l'apanage des castrats, notamment sur les scènes artistiques européennes. Mais on se rend compte qu'à la fin de la période, à la fin du XVIIIe siècle, cette image de l'effet un peu néoclassique, donc cette figure androgyne qui était valorisée comme vraiment l'incarnation du beau ou de l'érotisme, va progressivement être remplacée par le nu, et notamment par le nu féminin. Et là, on a un basculement important, puisque le XIXe siècle, ça ne signe pas vraiment la disparition de l'androgynie, mais c'est vraiment le siècle de sa sévère condamnation, à la fois par les autorités morales et puis par les discours normatifs. Parce qu'on est à une époque où on a une forme de durcissement, donc des normes, des frontières plutôt incommensurables entre hommes et femmes. Et je reviens à cette question des Français, puisque finalement, c'est le pouvoir napoléonien qui va mettre un terme au castrat et qui va, non pas leur faire perdre leur sex appeal, mais disons empêcher leur rayonnement, puisqu'à l'issue des campagnes d'Italie, le pouvoir napoléonien va faire interdire la castration. Alors elle est déjà interdite, mais va véritablement poursuivre une politique ferme pour interdire la castration, notamment dans les conservatoires et alentours. Elle va surtout interdire le recrutement des castrats dans les conservatoires, ce qui va très clairement mettre un terme à leur présence. En plus de cela, une école de musique pour les filles va être créée, et donc ce sera à elles à présent de chanter les partitions de soprano. Donc là, on a vraiment un genre des tessitures qui est mis en œuvre. Le code pénal de 1818 aussi va criminaliser la castration et va être largement diffusé en dehors de France. Et on est finalement dans un temps d'une triomphe d'une masculinité conquérante, impérialiste, à la française d'une certaine manière, qui ne toléra plus qu'on attente aux testicules. Et c'est vraiment à ce moment-là que les castrats vont décliner, même si le dernier castrat, il y a quelques castrats qui restent à la chapelle pontificale. Le dernier va mourir au début du XXe siècle, et n'écoutez surtout pas l'enregistrement, il est absolument atroce et pas représentatif de l'art vocal des castrats. Mais les derniers castrats qui chantent en Europe, c'est vraiment tout début du XIXe siècle, et en tout cas, voilà, on n'y aura plus de recrutement de jeunes castrats à partir de cette période-là. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Naëma pour ce bel exposé qui nous montre que les choses sont bien plus compliquées que le binaire dans lequel on voudrait mettre toutes les cases. Des questions? Marion, je crois, derrière moi. Merci aussi. Tu dis que tu avais justement des difficultés à trouver des sources où on parle vraiment du corps des castrats en connaissance de cause. Et j'ai vu que dans les sources que tu avais, il y avait des journaux notamment de castrats. Donc, et dans ces journaux, qu'est-ce qu'il y a comme type de contenu? De quoi est-ce qu'ils parlent? Alors, il y a très peu de récits de castrats qui ont été conservés. Ça peut être des journaux. Généralement, c'est plus... journal intime, c'est vraiment plutôt 19e siècle. Mais on peut trouver des mémoires, on peut trouver des correspondances privées, dans lesquelles, pour l'écrasante majorité des cas, ce sont des hommes qui parlent de leur corps d'homme. Pour autant, on a aussi, chez certains d'entre eux,
une propension à dépasser la scène comme espace de performance de genre. Et je pense en particulier à un castrat qui s'appelle Balatri. Donc là, c'est plutôt début première moitié du XVIIIe siècle, qui est le seul, à ma connaissance aujourd'hui, à se dire neutre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, neutre, c'est vraiment très rare. Donc là, c'était dans le corpus français, et lui, en fait, va rédiger ses mémoires. C'est un castrat assez fascinant. Il a été envoyé à Moscou. Enfin, il a fait vraiment des choses assez dingues. Et il est passé en France. Ça a été un bide total. Il a un très mauvais souvenir du public français. Et donc, il a été aussi en Allemagne. Enfin, il a traversé vraiment beaucoup de lieux et a fini donc par rédiger ses mémoires qu'il a publiées ensuite sous forme de quatrain sous forme de quatrain, et à l'intérieur donc de cette publication, il décrit sa naissance, où il fait une métaphore avec la poule, le coq et les chapons, et lui en se disant ni homme ni femme, en se disant neutre. Et pour autant, dans ses écrits, il va parler de ses amours, de ses romances hétérosexuelles. En tout cas, on a la trace pour certains d'entre eux de cette fluidité assumée, mais qui peut être aussi un jeu littéraire. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup les jeux littéraires. Donc c'est toujours compliqué. Mais c'est quelque chose d'assez rare, en tout cas. Je veux bien rester sur les sources. Tu as des médecins comme Dionys qui sont plutôt des théoriciens. Est-ce que tu as des textes de médecins qui en ont soigné, qui du coup ont approché au plus près des corps? Mais justement, Dionys, il est chirurgien, et c'est le chirurgien du roi. Et c'est un des seuls qui les a un peu approchés. Et qui en tire des assertions vraiment d'une platitude sans nom. Moi justement, j'ai vraiment, je me suis dit que j'allais trouver chez lui beaucoup plus, mais non, il fait que reprendre des poncifs sur le fait qu'il se désole du mépris du beau sexe. Voilà, mais il n'y a pas, en fait. J'ai été chercher, vu qu'ils sont très peu nombreux et qu'ils restent vraiment confinés à Versailles, j'ai fait ce que j'ai pu pour retrouver leurs chirurgiens, leurs apothicaires, leurs médecins, et j'ai à ce jour pas réussi à trouver de mentions spécifiques, mis à part que, comme tout le monde, quand ils avaient mal à la gorge, ils prenaient telle ou telle tisane, mais j'ai pas d'écrits médicaux vraiment documentés. Et en fait, il n'y a pas d'études même qui a pu sortir en France ou même en Italie, où il faut attendre le début du 19e pour décrire les effets de la castration sur le corps à partir de l'observation au moins d'un corps, d'un castrat. Moi, j'étais frappée en lisant les textes que tu mets sur les similitudes qu'il y a avec les textes médicaux sur les eunuques à Byzance ou sur les eunuques dans le monde romain. On a l'impression mais vraiment que c'est les mêmes textes qui ont été... copier-coller. Oui, voire une source aristotélicienne qui traîne quelque part dans les classifications. Mais on sent qu'en effet, ça n'a pas trop approché de près. Ah non, ça n'a pas du tout. C'est ça. Mais pour autant, c'est des choses qu'on retrouve dans les ouvrages de référence, que ce soit dans l'histoire naturelle de Buffon, que ce soit dans l'encyclopédie, même dans les textes en latin, donc plus confidentiels qui circulent, c'est toujours les corpus de l'Antiquité qu'on retrouve. En fait, pour avoir vraiment des études un peu à minima systématiques, il faut attendre le 19e siècle pour des médecins hygiénistes ou non français qui vont voir ce qui se passe notamment alors soit en Chine, soit en Turquie actuelle. Oui, et le corpus antique aristotélicien, c'est pareil, c'est parce qu'ils sont allés voir dans l'Empire perse. En fait, ils traînent des vieux schémas. Mais c'est comme pour les récits sur les femmes, en fait. Oui. C'est exactement la reprise de ces récits-là, sans vraiment données fiables. Oui, là, ce qui est étonnant, c'est la profusion des sources, finalement, que tu as. T'en as beaucoup pour si peu de gens. L'espèce de fantasmagorie là, qui... Oui, c'est ça. Merci beaucoup, c'était une conférence passionnante. Et justement, pour évoquer cette intrication entre le discours médical, le discours également littéraire et
effectivement les transferts qu'il y a d'un monde à l'autre. Ce que je trouve intéressant, c'est ce que vous disiez sur le fait que la figure de l'androgyne va finalement disparaître, commencer à s'estomper au fur et à mesure où on va d'autant dévoiler le corps féminin. Et on voit effectivement au XVIIIe siècle qu'on a à la fois l'émergence de la figure de la jeune fille, à la fois en littérature, mais aussi qui est vraiment la disséquée littéralement dans les traités médicaux. Et donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus justement ce lien entre la disparition de l'androgyne et ce corps féminin en fait qu'on va voir nu? Alors, en fait, c'est pas une disparition à proprement parler, c'est que dans les normes esthétiques, artistiques, il y a effectivement jusqu'à la fin, on va dire dans les années 1780, une valorisation de cet homme féminisé, donc qui renvoie à l'androgyne, à la figure de l'hermaphrodite, qui est quand même assez dénudé, avec un passage, donc plutôt 1780-1800, dans ces années-là, à une esthétique, disons le beau est davantage incarné par les corps féminins. Donc là, on est vraiment dans un discours très particulier, qui est celui notamment du monde artistique, pictural, la peinture. C'est pas représentatif de l'intégralité de la population, et je pense que c'est important de le garder en tête. Donc c'est pas tant qu'il y a une disparition, l'androgynie, elle reste partout, comme les figures hermaphrodites, etc. Mais elle ne va plus être considérée comme, elle ne va plus être esthétisée de la même façon dans un discours majoritaire. Au contraire, elle va continuer à être esthétisée chez des auteurs, et notamment en histoire de l'art, chez des auteurs homosexuels. Mais en termes de discours majoritaire, c'est vrai qu'on va avoir là une valorisation du féminin, du nu féminin, qui dévoile à une époque où, au contraire, on va mettre une chape de plomb sur le corps des femmes, avec la valorisation de la pudeur, justement, chez les femmes de la bourgeoisie en particulier. Donc c'est pas tant une disparition, parce qu'on va les voir, au contraire, ressurgir de manière beaucoup plus explicite dans d'autres types de corpus, et notamment dans le corpus scientifique, où là, on va dire les choses de manière tout à fait crue, mais parce que l'androgynie sera là presque un synonyme, pardon, je fatigue un peu, de l'homosexualité, enfin de l'inversion, comme on dit à l'époque. Donc c'est pas une disparition, mais ça dépend où on place le regard. Alors non, parce qu'apparemment il faut que vous parliez dans le micro pour que ce soit enregistré. C'est ça exactement. Je suis les consignes. Merci déjà. Ce que j'aurais aimé voir avec vous, c'est le côté sur les troubles. Vous parlez à un moment donné des angoisses. Je ne sais pas si vous avez fait des recherches d'un point de vue plutôt psy sur tous ces troubles que cela occasionne. Vous voulez dire des angoisses chez les castrats? Oui. Et ailleurs. Oui. C'est-à-dire que ce que les castrats provoquent aussi en face, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Oui. Alors sur les angoisses des castrats, en l'état actuel de mes recherches, ce que je vois, c'est pas tant des angoisses, mais des difficultés sociales pour ceux qui sont en France à être reconnus en tant qu'hommes, avoir des droits équivalents. Et là encore, on pourrait varier entre les premiers castrats qui arrivent en France et puis pour qui la situation est relativement normale, sont des musiciens italiens et ils s'intègrent aux autres musiciens de la chapelle. Et puis ceux de la fin de la période où là, on a vraiment le rouleau compresseur qui est passé, où c'est beaucoup plus compliqué, où ils subissent des moqueries. Et là, on est finalement dans des difficultés à pouvoir s'insérer pleinement en France, et ce qui fait qu'il y a aussi peu de castrats qui sont venus finalement aussi en France, soit en restant durablement, soit en faisant des représentations. Donc ça, j'ai des traces, mais qui sont pas tant des angoisses que des vraies difficultés sociales et d'une appréhension face à leur stigmatisation. Après... Est-ce que ça veut dire que il n'y aurait pas de texte ou d'études approfondie sur la posture mentale des castrats et de ce qui est en face des castrats? Alors non. Vous voulez dire contemporain, des recherches contemporaines? Ouais. Alors à l'époque non, parce qu'en fait quand on stigmatise une population, on se moque complètement de savoir quels sont les effets sur les personnes. Et puis il faut vraiment se dire que moi ce qui m'a intéressé, c'est que ce sont des figures repoussoires. C'est-à-dire comment... En fait, pour moi, c'est une façon de saisir un processus d'altérisation.
comment en fait un petit groupe social va pas simplement défrayer la chronique, mais devenir une sorte d'incarnation de ce qu'il ne faut pas être. Et en définitive, dans ce mouvement-là, les personnes qui mettent ça en œuvre se soucient assez peu de leur état mental, si ce n'est pas en mettant voilà une remarque sur ces pauvres ces tristes hommes qui ont été mutilés par leur famille, ça on peut le retrouver, voilà, mais c'est des choses assez rapides qu'on retrouve sous la plume de personnes qui vont avoir des propos extrêmement virulents à leur égard. Donc non, à l'époque, il n'y a pas vraiment de recherche là-dessus. Après, Aujourd'hui, c'est des questions qu'on se pose et auxquelles on répond assez difficilement parce que justement, on a assez peu de sources de leurs mains. Et en fait, ce qu'on peut documenter plus facilement, c'est les angoisses qu'ils provoquent. Hein. Mais ça, c'est toujours plus facile parce que les sources normatives sont celles qui ont été conservées et puis sont les plus abondantes. Moi, j'utilise et là, je teste encore un peu les choses, ce mot de panique morale qui me semble que je pense je conserverai pour la suite parce que pour moi ça retranscrit bien le fait que le surgissement en fait d'une catégorie d'individus qui vont être considérés voilà comme des individus avec des caractéristiques spécifiques dans un contexte social, politique, culturel donné, va créer en fait en retour des situations de défiance, de panique, d'angoisse, de moquerie, de stigmatisation, mais qui relèvent pas forcément d'appréhension individuelle. Je pense qu'en français, quand il voyait un castrat sur scène, il s'en moquait. Hein, c'était ça, c'était du dédain, du mépris, mais c'est plus finalement, à travers les textes que j'ai pu lire, un mouvement beaucoup plus large de rejet qui n'est pas simplement quelque chose qui flotte. C'est pas voilà un rejet qui serait simplement symbolique, étant donné qu'il y a un certain nombre de droits qui leur sont très clairement refusés. Je le disais pour la question du mariage. Un certain nombre de castrats ont écrit au pape pour pouvoir se marier. Donc, dans ce que j'ai pu voir, après les archives Vatican, c'est pas toujours évident, elles sont nombreuses et pas hyper bien classées. Bon, pas de méchanceté pour les archives du Vatican, c'est encore pire pour les archives italiennes en général. Mais en fait, la papauté refusait quasi systématiquement même de discuter de cela. Après, il pouvait y avoir des débats théologiques, mais on a des castrats qui ont réussi à se marier, mais donc en dehors du champ, on va dire catholique. On a eu un exemple qui a été étudié par Hélène Berry, un très bel ouvrage sur Tenducci qui a réussi à se marier donc en Angleterre. Donc voilà, il y a des débats autour de ces questions-là, mais globalement on leur refuse ce droit-là. On leur refuse aussi le droit d'adopter, parce qu'on considère que la castration, qui les a efféminés moralement, les a privés des capacités viriles d'entendement et de responsabilité qui auraient permis à un homme d'adopter un enfant. Donc vous voyez, c'est des choses très 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 concrètes qu'on leur refuse. Je m'égare un peu dans ma réponse, mais non, mais ça parle de stigmatisation face à des projections qui sont faites en face d'eux. C'est ça. C'est vrai que ce côté-là, en vous écoutant, je me disais qu'il y avait sans doute quelque chose à ouvrir de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir, déjà merci énormément, le sujet est extrêmement intéressant. Je ne sais pas si je vais réussir à formuler ma question clairement. Par rapport à l'arrivée des castrats en France, effectivement, et de cet engouement, entre gros guillemets, qui a été excessivement négatif, est-ce que le premier point qui a gêné, c'était la question médicale, ou est-ce que c'était la question religieuse, ou est-ce que c'était un ensemble de se dire que la question religieuse du mariage était mêlée au fait médical de ne pas pouvoir se reproduire? Je ne sais pas si c'est clair. Non, votre question est claire, mais en fait, c'est pas, c'est entremêlé parce que il y a un débat culturel autour de la musique italienne et de la musique française qui est bien réel et que je peux pas mettre de côté. Parce qu'il y a ces concurrences-là qui sont anciennes et qui vont nourrir le débat. La question juridique,
elle va surtout mettre en avant la question du mariage, mais d'un point de vue juridique, pas. Alors bien sûr en se documentant, parce que le mariage, voilà, est un sacrement à cette époque-là en France, donc on va mettre, comme en Italie, donc la question religieuse va être mise en avant. En fait, c'est plus un faisceau, il faut considérer les choses comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que il dérange, premièrement, peut-être pour mieux répondre à votre question, parce qu'il défie les normes de genre. C'est en fait leur corps. Et derrière le corps, c'est la sexualité. C'est qu'en fait, étant donné qu'il y a cette fluidité de genre, on ne sait plus exactement qui ils attirent, vers qui ils sont attirés et à quoi ça mène, étant donné qu'il ne veut pas y avoir de reproduction. Donc la façon dont ils sont saisis, altérisés dans un premier temps, c'est à partir du corps, tout simplement parce que c'est la castration qui dérange l'effet voilà, le non-effet des testicules. Merci. Moi, j'aurais une question sur le corps masculin. Alors ça, c'est une question qui part de l'Antiquité. Parce que dans l'Antiquité, on dit toujours que le modèle normatif, il est masculin, citoyen, etc. Puissant, fort, forte voix. Mais on a très peu de descriptions de corps masculin. On va avoir des descriptions de corps féminin qui sont faits en creux. Et là, est-ce que toi, dans tes textes, tu as des descriptions de corps masculin? Ou est-ce que du coup, le castrat sert à montrer une norme sans la dire? Oui, c'est plus ça. C'est davantage qui sert à montrer une norme sans la dire, parce qu'en fait, j'ai retrouvé tout ce que je pouvais lire sur les femmes. Et puis dans le passage que je vous ai lu là d'Adelon, voilà, c'est davantage ça. En fait, vu qu'ils sont considérés comme efféminés, on va davantage les représenter sous des traits féminins que dire ils ne sont pas comme les hommes qui sont comme cela. Donc on est toujours dans cette lecture inversée, sauf pour la sexualité lorsqu'elle est timidement énoncée, ou là, mais qu'on est vraiment dans la mécanique où on va avoir davantage de comparaison avec ce que doit être un homme. Mais sinon, dans le corps en général, c'est exactement ce que tu dis. C'est plus un... Tu dois lire entre les creuses qui est un corps viril. Là, tu as quelques mentions sur les lignes toreuses, des choses comme ça, le muscle, mais c'est assez... Pas de regret pour de dernières questions? Non. On va une dernière fois te remercier d'être venu d'aussi loin pour nous parler. Merci.